Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien, apparemment oui. Bienvenue pour cette nouvelle Hub conférence co-organisée avec le Crédit Coopératif. Monsieur le Président, cher Jean-Louis, merci beaucoup de nous accueillir. Merci à vous et à vos collaborateurs ici présents. C'est toujours un plaisir d'être ici. Et puis c'est vrai que William, Romain, qui organisent les Hub conférences, ont donc travaillé avec les équipes du Crédit Coopératif pour aboutir à ce bel événement qui va pas tarder à commencer, rassurez-vous, dans quelques instants. Je vais déjà vous passer la parole, Jean-Louis, et deux, trois petits mots pour vous dire donc, voilà, les conférences et le Crédit Coopératif co-organisent cette soirée dans le cadre du Forum Mondial Convergence, donc qui a commencé ce matin, encore 2 jours de forum, demain encore au Palais Brongniart, après-demain à l'Hôtel de Ville de Paris, n'hésitez pas à vous y rendre. Les Hub conférences ont pour objectif de vous réunir, de nous réunir pour mettre en avant des initiatives qui portent les valeurs, notamment par le Crédit Coopératif, l'innovation sociale, comment répondre à des besoins sociaux, sociétaux, économiques qui ne sont pas forcément satisfaits par le modèle dominant aujourd'hui. Un lieu ouvert où chacun peut apporter sa contribution avec des intervenants qui sont là pour vous inspirer, mais aussi un débat. Ce sera le cas ce soir avec chacun des participants. Un petit film pour expliquer davantage ce que sont les Hub conférences. Un film vaut souvent mieux qu'un long discours. Voilà, fin du petit film et arrivé notre invité. Donc tout est bien. Et juste vous dire quelques mots sur nos partenaires, sur les partenaires des Hub Conférences. Donc le Hub Conférences, c'est chaque semaine, vous pourrez trouver de l'info, des vidéos, des tribunes sur la plateforme hub-conférence.fr. Tout ça n'existerait pas sans les partenaires Accenture, Danone Communities, la mairie de Paris et le Crédit Coopératif. Les partenaires médias, dont La Croix, l'Express, Radio Classique, qui aussi relayent abondamment ce qui se passe pendant nos conférences. Et puis le groupe SOS, si vous ne connaissez pas, www.groupe-sos.org. Il est logique pour une entreprise de plus de 10 000 salariés que j'ai le plaisir de représenter ici, qui innove socialement en proposant des solutions, en les développant dans différents domaines, la santé, les personnes âgées, l'éducation, l'emploi. Il est logique forcément pour un acteur comme le groupe SOS de participer, de contribuer au débat public et de porter l'innovation sociale. Les Hub conférences, grâce à nos partenaires, ont cet objectif-là. D'ailleurs, il y a une nouveauté aussi depuis quelques semaines. Vous pourrez découvrir une déclinaison, les Hub Café au Café Monde des Médias, Place de la République, géré là aussi par le groupe SOS. Voilà, plus d'infos sur le site hub-conférence.fr. Pour ceux qui tweetent, avant de laisser la parole à Jean-Louis, vous allez pouvoir commencer à le faire avec l'introduction de Jean-Louis. N'hésitez pas. Le hashtag, c'est HubConf. Voilà, donc n'hésitez pas. Et un grand merci, Jean-Louis. Je te passe la parole pour présenter notre invité et puis lancer réellement cette soirée. Merci beaucoup à nouveau de nous accueillir. Merci Nicolas d'avoir accepté que cette édition des Hub conférences ait lieu
dans cet amphithéâtre que nous appelons COP Forum, donc au siège du groupe Crédit Coopératif. Avant qu'on embraye sur le fond du sujet et la thématique que nous avons retenue, je voudrais rappeler que cette conférence s'inscrit, tu l'as rappelé, dans le cadre du Forum international Convergence 2015. Certains d'entre vous y étaient peut-être ou y seront, mais peut-être certains sont venus exclusivement pour la conférence. Donc je me dois de vous resituer ce qu'est le Forum Convergence 2015. Le Forum Convergence 2015 est la 6e édition de cette rencontre internationale des acteurs de la société civile et des professionnels dans le domaine de l'aide au développement, et qui n'est pas donc simplement une problématique où il y a les bailleurs de fonds institutionnels. Ils y sont, et ils sont invités par des acteurs de la société civile. Le Forum Convergence 2015 a été créé à l'initiative d'un certain nombre d'organismes, ACTED tout d'abord, la mairie de Paris, l'Agence française de développement, et puis le Crédit Coopératif, il y a 6 ans. Et c'est un moment où nous travaillons avec tous les acteurs de la société civile, comme je le disais, dans le cadre des objectifs du millénaire. Et vous le savez sans doute, il y a tout un travail en cours au niveau de l'ONU sur les objectifs, la redéfinition ou le recalibrage, je ne sais pas quel est le bon terme, des objectifs du millénaire. Le point important, c'est que vous le savez, les objectifs du millénaire, c'est lutter contre la pauvreté, je fais très simple, hein, lutter contre la pauvreté et lutter contre les inégalités. Et donc, en tant que fondateur, nous avons toujours fait en sorte que les thèmes qui ont lieu au Palais Brognard, 2 jours, comme il était rappelé à l'instant par Nicolas, et puis en journée plus ouverte à l'Hôtel de Ville, soient l'occasion, bien sûr, de débattre des sujets qui nous tiennent à cœur, nous, Crédit Coopératif, façon de nos partenaires. Mais cette année, on nous a demandé de faire un peu plus, et donc on a proposé à certains d'entre vous, et je vous remercie pour certains d'entre vous, de s'encanailler et de venir jusqu'à Nanterre. Et donc, merci de vous être encanaillé jusqu'à Nanterre. Et donc, le thème qu'on a retenu et la manière de le formuler, ça a été, autour de la thématique de Convergence 2015, de travailler, de réfléchir à la problématique de la finance. Parce que ce matin, c'était rappelé par le président d'ACTED, lorsque Convergence s'est créée, les créateurs, les promoteurs ont eu une révélation qui est importante, mais qui mérite d'être aussi analysée. C'est le rôle miraculeux. Déjà, vous voyez que je mets des guillemets, moi, en ce qui me concerne, au mot miraculeux. Le rôle miraculeux du microcrédit, de la microfinance, et le rôle miraculeux de l'entrepreneuriat social. Vous avez ici un avocat acharné du rôle que peut jouer le microcrédit ou l'entrepreneuriat social, et je n'oserais pas dire autrement, devant une éminente personnalité du groupe SOS. Simplement, la démarche du Crédit Coopératif, je l'ai rappelé ce matin, nous fêtons cette année les 120 ans de notre banque. C'est cette formule que j'ai retraduite encore ce matin devant les participants au Forum Convergence 2015. C'est cette formule qu'utilisait Charles Gide, grand économiste français de la fin du 19e et du début du 20e siècle, grand défenseur, promoteur de la coopération, inventeur du concept de l'économie sociale, du terme économie sociale. Il intitulait son éditorial de sa revue consacrée à la coopération, qui s'appelait, très beau terme, l'émancipation. Il intitulait, son début de titre, c'était « Ni satisfait, ni révolté, ni satisfait ». Alors bien sûr, cela renvoyait à des débats de l'époque, mais évidemment, je pense que cette expression, ni révolté, ni satisfait, convient en temps moderne. Et c'est très drôle, et ça va me faire vraiment la transition, et je vais vous inviter, madame, à nous rejoindre. Certains m'ont dit, ah, ben donc, vous êtes en ligne avec Stéphane Hessel, qui est indigné. J'ai dit, ah, voilà une bonne manière d'aborder un débat, et je lui ai dit, je me garde ça pour ce soir, la conférence, parce que,
assez logiquement, j'ai dit, on va essayer de proposer aux gens qui voudront que cette conférence soit consacrée à la finance, donc à la banque, pour faire simple, voilà, et autour de cette thématique, tous banquiers, ou comment se réapproprier la finance. Mais ça, c'est une lecture qui est la mienne. Peut-être que madame, vous en avez une autre, qui était de dire il faut se débarrasser de la finance. Non, mais je sais, non, mais c'est parce qu'il faut aussi introduire des éléments du débat. Et donc, qu'est-ce qui ne nous va pas dans le dispositif actuel, enfin dans le système actuel, on va l'appeler comme ça, et qu'est-ce qu'on peut penser, qu'on peut faire, qu'on peut construire ensemble pour faire avancer les choses. Donc, madame, je vais vous inviter à me rejoindre à la tribune. Et puis, pendant que vous montez, j'en profiterai pour faire une petite... Alors, il y a des escaliers sur un côté, il y a des escaliers de chaque côté. Voilà. Je vais en profiter pour faire une petite page de publicité. Et pour ceux qui, à l'issue du débat, voudraient encore en savoir plus, vous avez à l'entrée une invitation qui est une invitation à la rencontre nationale du Crédit Coopératif qui aura lieu le 10 octobre prochain, qui est donc à la Maison de la Mutualité, sur la thématique qui nous anime très fortement au Crédit Coopératif. Nous avons eu l'occasion, en fêtant nos 120 ans, de nous définir comme étant la banque qui finance les utopies. Et donc, la rencontre nationale de 10 octobre, c'est Utopie en marche, innovation en action. Donc, pour ceux qui s'intéresseraient, n'hésitez pas à prendre une invitation et inscrivez-vous vite parce que j'ai compris que ça commençait à pas mal se remplir. Il n'y a que 1000 places à la Maison de la Mutualité. Voilà. Donc, merci de m'avoir rejoint. Je vous présente, peut-être n'est-il pas indispensable que je vous présente, mais attendez, je vous donne un micro. Je vous présente Madame Suzanne Georges, que vous connaissez, qui est quelqu'un qui, en tout cas dans la partie la plus récente de son activité publique, a été très impliqué dans la vie de Attac, avec toutes les péripéties liées à la vie d'Attac. Et je pense que le mouvement Attac a apporté beaucoup de choses dans la réflexion, parfois même dans la provocation, diront certains, pour réfléchir le monde dans lequel nous sommes. Parce que, si je reprends l'expression tout à l'heure qui est ni révolté ni satisfait, globalement, par rapport à notre question d'aujourd'hui, sur ce monde de la finance, sur ce monde de la banque, qu'est-ce qui vous semble ne pas être satisfaisant, dans le ni satisfait, ou qu'est-ce qui vous semble devoir relever du sujet de la révolte, qu'est-ce qui est même révoltant dans l'existant, dans le monde de la finance, soit en France, enfin, disons dans les pays développés, ça c'est certainement plutôt la question de l'inégalité, quoique on peut peut-être aussi trouver la question de la pauvreté, mais bon, et voire dans les pays en voie de développement. Je pense que c'est aussi l'occasion pour certaines personnes qui ne vous ont pas forcément rencontré d'entendre plus avant votre analyse des choses, et puis après on viendra sur le point suivant, bien entendu. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que je pense, mais ça c'est mon jugement, qu'on ne peut pas simplement se contenter d'être indigné. Il y a le stade 2, je rappelle, d'une magnifique, enfin de la démarche de Stéphane Hessel, indigné, oui, mais c'est encore mieux, engagé. Voilà. Alors madame, sur ce premier temps, vous êtes satisfaite ou vous êtes révoltée de l'état de la finance aujourd'hui? D'abord, j'étais révoltée de l'état des routes ce soir. Est-ce que le micro est branché? Vous m'entendez? Merci. Oui, parce que je vous ai fait attendre, mais c'était totalement indépendant de ma volonté, comme on dit, et j'avais prévenu que l'avion arrivait à telle heure et que je monterais tout de suite dans le taxi, mais ce qui fut fait, mais j'arrive quand j'arrive. Voilà. Monsieur, je vous remercie beaucoup, ainsi que votre assistante Julia qui a tout organisé, et je vous remercie de cette invitation parce que j'imagine que c'est ici un public que je ne rencontre pas forcément habituellement, et je suis ravie de cette occasion. Je suis plutôt dans la branche révoltée. Stéphane l'était aussi, d'ailleurs. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup toujours. Je n'aime pas parler de lui au passé. Et c'est quelqu'un qui savait qu'il fallait ce frisson
de révolte pour s'engager et pour s'indigner. Si on passe surtout dans l'indifférence, enfin bon, vous sentez tous ce que je veux dire là. Je crois que ce qui s'est passé avec la crise financière dont nous célébrons, si c'est bien le mot, le 5e anniversaire de la chute de Lehman, il s'est passé des choses qui n'auraient jamais dû se passer dans le monde de la finance. Et les responsabilités sont très partagées, mais surtout aux États-Unis et dans une moindre mesure en Grande-Bretagne, ça a été tout à fait inexcusable, à mon sens. Les banquiers, le lobby de la banque a dépensé entre 1982 et 2002, ce sont les années sur lesquelles j'ai travaillé, 5 milliards de dollars, ce qui pour eux était vraiment rien du tout. Et quel était le but? C'était d'abolir toutes les lois du New Deal qu'avait passé Franklin Roosevelt et son équipe dans les 3 premiers mois de 1933. Parce que cette crise durait depuis 1929 jusqu'au début 1933, quand il a commencé à réguler la finance. Et ils sont arrivés, ces lobbyistes. Et le plus grave, vous le savez probablement tous, mais probablement le plus grave dans ces lois qui ont été abolies, mais qui avaient pourtant protégé les États-Unis pendant plus de 60 ans, c'était la loi dite Glass-Steagall qui séparait les activités de dépôt et les activités commerciales, retail, comme on dit, les comptes individuels des gens normaux et des PME, des activités d'investissement. Et une fois que ça a été aboli, il y a eu une épidémie de fusion et d'acquisition. D'ailleurs, le Citicorp, la plus grande banque du monde, je crois, avait prévu le moment et avait déjà enfreint la loi en disant à la Federal Reserve, on fera d'ici à 2 ans, on va se mettre en règle. Mais il prévoyait que la loi serait déjà abolie à ce moment-là, il n'y aurait plus rien à faire. Il y a eu cette loi-là, il y a eu aussi une loi sur les échanges de denrées, sur les bourses en particulier de Chicago. Le Commodity Futures Trading Commission qui s'occupe de ça est censé le réglementer. Tout d'un coup, il était possible de faire commerce de tous les produits dérivés sans se déclarer, prendre autant de parts de marché, autant de dérivés que l'on voulait, sans dire qui étaient les deux parties. C'était over the counter, c'est-à-dire de gré à gré, de particulier à particulier. Et ainsi, le marché des dérivés a aussi explosé. Et ça n'est pas sans avoir créé toutes les erreurs autour des subprimes, qui étaient des produits dérivés. Mais les agences de notation ont aussi une très grosse responsabilité. D'abord, leur formule mathématique était pourrie. J'ai dans mon sac un livre que je viens de commencer, j'ai lu un petit peu aujourd'hui, et l'auteur montre mathématiquement comment leur formule mathématique ne pouvait mener à autre chose que des risques qui étaient multipliés par 2000 quand ce n'était pas 200 000. Bon. Mais à part cela, c'est un système dans lequel ces agences de notation sont payées par les banques qui veulent qu'ils notent leurs produits. Il me semble qu'il y a un léger conflit d'intérêts. Une fois, j'étais à la télévision avec quelqu'un de Standard & Poor's qui était à New York et moi à Paris, et j'ai dit, monsieur, est-ce que vous ne voyez pas un petit conflit d'intérêts dans cette situation? Il m'a dit, oui, il nous paie, mais il ne nous paie pas grand-chose. C'est-à-dire que pour le cas de Moody's, dont je sais les chiffres de l'année dernière, il s'agissait de 2,7 milliards de dollars, mais pas grand-chose, ça montait à ça. Bon. Et il y a beaucoup d'instances, d'institutions américaines, les fonds de pension,
les gestionnaires des fortunes, des fondations universitaires, des choses comme ça, qui ne peuvent, par leur propre législation, investir dans autre chose que du triple A. Or, tout était labellisé triple A. Enfin, je peux continuer très longtemps là-dessus. Mais probablement votre public sait ce qui s'est passé il y a 5 ans. Donc, ok, constat, ça n'allait. Il y avait quelque chose de pourri au royaume de la finance. Ça, on l'a bien compris. Aussi, je crois, il faut dire un mot, et ce sera le dernier sur ce chapitre-là, sur le leverage, sur l'effet de levier. Parce que pour $1, vous pouviez en emprunter 49 et avoir 50 à investir au lieu de 1 qui vous appartenait réellement. Vous pouviez donc faire des taux d'intérêt absolument extraordinaires et avoir un retour sur investissement de 450% par exemple, et ça marche très bien tant que le marché monte. Donc ça s'écroule pas. Mais si le marché descend, ne serait-ce que 3 ou 4%, ça veut dire que tous vos avoirs, vous allez avoir à les réaliser. Parce qu'il faut quand même que vous payiez les gens à qui vous avez emprunté les $49 au moment venu. Et ça, ils ne pouvaient plus le faire. Et c'est ça qui a causé aussi le credit crunch, le givrage du crédit, parce que personne ne savait qui avait quoi réellement dans le tiroir caisse, et tout le monde se méfiait de l'autre, et plus personne ne prêtait à qui que ce soit. Et comme vous le savez tous, ce sont les banques qui se prêtent les unes aux autres. Alors, bon, ça, on l'a tous vu, on l'a tous vécu, plus ou moins dedans ou à côté du système. Bon, ça a éclaté, la bulle a éclaté. Néanmoins, et ça c'est pour bien comprendre, la révolte, c'est une révolte sur, certains ont appelé ça la dérive, etc. Mais est-ce que ça veut dire que fondamentalement, vous êtes, dans quelle position êtes-vous sur la question de la finance, et tout ce que moi j'appelle l'économie réelle, enfin, bon, est-ce que vous pensez qu'on peut faire bouger le monde sans finance, ou sinon, quel type de finance faudrait-il réintroduire? Est-ce que la nature ayant horreur du vide, de toute façon les choses vont se régler ou pas? Non, mais il faut évidemment la finance, la banque peut jouer un rôle tout à fait positif. Ce qui ne va pas, c'est quand les banques ne prêtent pas justement aux PME, PMI, et ne prêtent pas aux familles. Et c'est ce qui se passe depuis la crise. Vous savez que je ne sais pas si vous répondez au questionnaire de la Banque Centrale Européenne, mais elle envoie son questionnaire à 130 banques en Europe pour demander est-ce que vous durcissez les termes du crédit ou est-ce que vous les libéralisez? Est-ce que vous prêtez plus ou moins ce trimestre-ci aux PME-PMI par rapport au trimestre précédent? Et depuis le milieu de 2007, régulièrement, les banques disent, en leur grande majorité, nous prêtons moins à chaque fois et nous durcissons les termes du crédit. Voilà. Alors, ce n'est pas le rôle de la finance, ça. Et je crois que ça vient de ce qu'elles se sont engagées dans des activités d'investir avec votre argent, tous, le mien, etc. Je sais que le coopératif ne le fait pas, donc je suis sur un terrain à peu près sûr, je ne vais pas connaître le bévue du moins sur ce sujet-là, mais c'est ça que devrait être la finance. Alors, là-dessus, si vous me permettez, madame, je vais prendre une casquette, parce que, outre président du Crédit Coopératif, je suis président de l'Association internationale des banques coopératives. Donc, il y a une structure mondiale qui regroupe des banques à statut coopératif dans tous les continents. Et nous avons pas mal étudié. Et le dernier ouvrage qui a été publié, ça a été publié par l'Organisation internationale du travail sur la résilience, pour utiliser un mauvais terme français, donc la capacité de résistance des banques coopératives à la crise financière. Et qu'est-ce que nous avons vu?
c'est que les banques coopératives de par le monde, alors il y a des situations très différentes entre l'Inde, l'Amérique du Sud, l'Europe, etc., mais les banques coopératives ont été très peu affectées par la crise financière. Heureusement. Oui. Pourquoi? Parce que, pour l'essentiel, les banques coopératives sont engagées dans l'économie réelle, à savoir le financement des ménages, des artisans, des PME, etc. Là, la difficulté tout de même que nous avons, et là c'est un sujet qui mérite aussi que le public en ait conscience, c'est qu'on est deux fois victime d'une certaine façon. Alors une première fois victime parce que quand tout l'ensemble du secteur financier est secoué, évidemment que ça affecte un peu tous les opérateurs, et surtout aujourd'hui on voit bien, et c'est pas pour contester le principe, mais qu'on est rentré dans une logique que je soutiens de régulation, mais comme toujours, comme disait La Fontaine, suivant que vous serez riche et puissant ou pauvre, les jugements de cour ne seront pas les mêmes. Donc nous voyons aujourd'hui se fabriquer à des échelons différents des réglementations faites pour éviter les dérives que vous avez décrites. Et oui, non, mais faites plus ou moins bien ce qu'est après. Mais qu'est-ce qu'on voit, nous, pauvres banques moyennes coopératives? Nous sommes, même les contrôleurs, ils n'ont pas le même rapport aux puissants du monde et aux petits du monde, même les petits. Et donc, aujourd'hui, nous voyons s'inscrire une autre dérive qui est préoccupante à mes yeux, qui est celle de la bureaucratisation et un mécanisme qu'on connaît bien. On se contente de regarder les process et on ne regarde pas ce qui se passe véritablement. Et là-dessus, je voudrais alerter nos collègues ici présents. J'ai lu un rapport très intéressant fait par les deux chambres du Parlement britannique sur justement le problème de la banque en Grande-Bretagne. Alors le titre est très beau, c'est Changing for Good. On change pour de bon, mais pour de bon dans le double sens du mot, bien sûr. Et ce rapport est à la fois édifiant et consternant. Parce que, qu'est-ce qu'ils disent, nos amis les parlementaires britanniques? Ils disent, du fait des obligations de réglementation, l'ensemble des banques, et surtout des grandes banques britanniques, avaient construit des villages Potemkin formels. Donc on coche des cases de régulation. J'ai fait ci, j'ai fait ça, sans aucune intelligence. Et comme tous les villages Potemkin, au premier coup de vent, tout s'est écroulé. Et aujourd'hui, la traduction, c'est toutes les sanctions, sans doute peut-être diront certains insuffisantes, qui sont aujourd'hui prononcées pour les abus de commercialisation qui ont été faits par les banques britanniques ou pour des tas d'autres choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'aperçoit que la réglementation, le contrôle, est de plus en plus dans une dérive que j'appelle moi à l'anglo-saxonne, formelle. Donc, on voit, entre guillemets, si l'habit du moine est correct, mais on ne sait pas très bien ce que fait véritablement le moine. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, la conséquence, c'est aussi l'aversion au risque. Alors, on dit, ah oui, mais il ne faut pas prendre de risque, il ne faut pas prendre de risque. Or, par nature, le métier de banquier de l'économie réelle, c'est aussi accompagner le client. On n'est pas ceux, je veux dire, quand quelqu'un a un projet, et dans nos secteurs de l'économie sociale, de l'économie solidaire, on a des gens qui ont des projets qui ne rentrent pas forcément dans des normes. Alors là, les agences de notation, quand on leur demande de passer à des moulinettes, et donc là, on voit bien, aujourd'hui, on passe le temps à nous mettre des calculs de ratio, je ne m'embête pas avec ça, et donc aujourd'hui, d'une certaine façon, on est en train de croire qu'on va gagner le combat de la guerre précédente qu'on a perdu, du fait de toutes les libéralisations, mais je vous mets un peu en alerte parce que il y a un grand risque qu'on arrive en pénurie de financement de l'économie réelle, surtout sur les gens à la marge, les gens qui ne rentrent pas dans les standards. Et donc, ça m'amène à cet autre point, c'est comment on va s'en sortir. Parce que si il y a toujours plus de réglementations tatillonnes, bureaucratiques, qui empêchent
l'innovation, l'initiative citoyenne, comment on va faire? Et donc ça c'était l'autre volet. Quand on met se réapproprier le métier de banquier, est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir? Mon rêve, moi, de crédit coopératif qui est tous banquiers, est-ce que c'est une utopie? Ou est-ce que vous pensez que chacun, en tant que citoyen, on peut se réapproprier le métier de banquier? Parce qu'après tout, c'est notre argent qui est déposé dans les comptes de la banque. Donc, est-ce que vous avez une vision sur cette question-là? Parce que critiquer ce qui n'a pas été, bon, c'est bien, mais comment on va construire demain? Je ne sais pas répondre à cette question. Quand je vois mon ami qui est président de la Banca Etica en Italie, que je vois à peu près chaque année, Ugo Biggeri, qui est une banque partenaire du crédit coopératif. Et il m'a dit la dernière fois, au mois de mai dernier, nous sommes très contents parce qu'on peut nous mesurer. Nous sommes 0,3% du système bancaire italien. On peut le mesurer maintenant. Avant, ça n'était pas sur l'écran. Sous les radars, comme on dit. Pas sur les radars. Et c'est très bien, mais pourquoi pas une forme de réglementation pour ceux qui sont sous les radars, ou presque, et d'autres réglementations pour les plus gros, parce que pour moi, les plus grosses en ont vraiment besoin. Et je vous trouve même, enfin, moi, mon attitude, c'est qu'en tout cas, les États-Unis, je ne sais pas en France, mais aux États-Unis, les réglementations ne sont pas entrées en vigueur. Non, je ne sais pas où vous passez des presque pas. Le Dodd-Frank ne sera vraiment en place que vers 2017. Je ne sais pas. Et quand je lis les rapports de la Banque centrale européenne ou de la Banque International Settlements, le BRI, Banque des règlements internationaux, et ils viennent encore de publier un grand rapport tous les 3 ans, et ça vient de tomber, c'est pas le définitif, mais c'est presque le définitif, et ce qu'on apprend, c'est que la quantité de dérivés sur les marchés est de 25% de plus qu'avant la crise financière, que donc les dérivés sont prolifèrent. Je ne sais plus à quel montant notionnel nous sommes, mais c'est plus d'argent que ne possède le bon Dieu. Enfin, c'est plusieurs centaines de fois le PNB du monde. Je ne suis pas économiste d'ailleurs, alors vous interrogez peut-être la mauvaise personne, mais de même que les échanges de monnaie sont à 25% de plus qu'ils n'étaient. Ça veut dire que le flash trading, que les trading à haute voltige et à haute vitesse prolifèrent aussi. Or, nous savons que tout cela est extrêmement fragile. Je ne vois pas où la réglementation a freiné quoi que ce soit dans le monde de la grande banque. Alors, du moment où on est une banque qui, comme la Banca Etica, comme vous-même, vous vous occupez des particuliers, des PME et point. Vous ne faites pas de spéculation avec l'argent de vos clients. Alors, si vous le faites, il faut me le dire maintenant. Ah non, je vous le garantis. Non, je vous le garantis, c'est important à vous. Alors, il me semble que c'est un autre animal. Oui, mais alors, justement, parce qu'aujourd'hui, c'est un des points, et ça fait par rapport à l'introduction que je faisais, par rapport à ce qui était évoqué tout à l'heure là par le président d'Acted, qui est cette découverte entre guillemets miraculeuse des vertus du microcrédit, des vertus de l'entrepreneuriat social. Quelle est votre vision du monde? Quelle est votre lecture des choses sur cette question qui est de dire, bon, là-haut, tout s'est écroulé, c'est bon. Mais après, je veux dire, c'est un peu la planète des singes, notre histoire. Bon, la bombe atomique est tombée, tout est éradiqué sur cette terre, mais il reste encore des petits trucs. Comment on peut faire repartir des choses d'en bas? Donc, quelle est votre vision des choses sur ces questions du miracle, entre guillemets, microcrédit, du miracle entrepreneuriat social? Vous pensez qu'il en faut, il faut avec prudence?
est-ce que c'est pas l'occasion aussi pour que les escrocs, tous les escrocs de la Terre se nichent dedans, ce que certains commencent à dire. Il y avait un papier, peut-être certains d'entre vous l'ont vu récemment, dans le monde diplomatique, très critique, à l'occasion de Convergence 2015, donc, qui était très critique justement sur le microcrédit, en disant on ne doute pas que ceux qui ont lancé ça au début, bah, c'était des doux rêveurs, des gentils qui croyaient que l'utopie pouvait diriger le monde, puisqu'ils n'ont pas compris, ça a commencé par le Mexique, ça s'est propagé en Inde et ailleurs. En fait, ensuite, il y a des margoulins, enfin, je vais le dire comme ça, qui se sont mis dans le fromage et qui ont essayé. Bon. Et donc, vous, comment vous voyez cette autre vision du monde, c'est reconstruire depuis le bas. Vous y croyez pas? Moi, c'est très simple. Quand j'ai écrit Leur crise, nos solutions, et c'est sorti en mai 2010, j'ai dit il faut non pas nationaliser, mais socialiser les banques. Il faut que leur conseil d'administration ne comporte pas que l'État, qu'il y ait des représentants de l'État, ok, mais que leur clientèle soit représentée, que leurs employés soient représentés et que l'on cherche le moyen de socialiser aussi la gestion pour qu'il y ait une sorte d'autogestion et une auto-censure sur ce que l'on fait qui viendrait de tous ces secteurs d'intérêt. Je n'aime pas le mot tellement à la mode maintenant, les parties prenantes, les stakeholders en anglais, que l'Europe utilise à tout bout de champ, mais ça veut dire, c'est approprié pour la banque parce qu'un stake, ça a toujours quelque chose à voir avec l'argent. Donc les stakeholders, effectivement, les clients, les employés, la gestion et l'État devraient, pour moi, c'est ça ma vision, qu'il y ait une gestion en commune et la plus sociale en soi que possible. Ok, donc là, vous proposez de réinventer la banque coopérative. C'est en tout cas ma lecture. Non, mais, alors, il y a tout de même un point qui est intéressant, parce que là aussi, pour vous pousser un peu dans les retranchements, on a longtemps, à tort ou à raison, on a longtemps reproché aux coopératives, plus particulièrement aux banques coopératives, de ne pas savoir innover, de ne pas savoir prendre des risques. Mais pas des risques au sens spéculation, mais de ne pas savoir se mettre en positionnement pour construire le monde de demain. Pourquoi? L'argumentation qu'il faut entendre, c'est de dire le monde coopératif est un monde fermé. C'est-à-dire qu'on va créer une solidarité entre ceux qui sont impliqués dans la coopérative, mais globalement, le reste du monde, c'est pas notre problème, entre guillemets. C'est un peu plus nuancé que ça. Et ça conduit, il y avait eu un très beau rapport fait par le Fonds monétaire international en 2007. Je le cite pour tous parce que ce rapport était très intéressant. C'était sur les banques coopératives européennes. Et pour la première fois, le Fonds monétaire international s'intéressait aux banques coopératives en Europe, et c'était la première fois d'ailleurs dans le monde. Et alors c'est très intéressant par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, parce que le rapport du FMI s'intitulait Les banques coopératives européennes Getting on the radar. Pour la première fois, ça rentrait dans le radar du Fonds monétaire international. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait deux grandes remarques qui étaient faites. La première, c'était de dire, il y a un sujet de non-contrôle, de problématique d'appropriation, pas au sens être propriétaire, mais de contrôle de l'argent géré par les sociétaires, en disant mais attention, est-ce qu'il n'y a pas un grand risque que les managers dérivent l'argent parce qu'en fait il n'y a pas un vrai contrôle par l'Assemblée générale, par les sociétaires. Donc on l'a vu, il y a ce risque-là. Et la deuxième remarque, alors celle-là elle est encore plus croquignolette si je peux utiliser ce terme-là, le reproche que faisait le FMI aux banques coopératives, c'était parce que comme les banques coopératives ne prenaient pas trop de risques, elles faisaient que des choses plan-plan, des prêts aux particuliers, des petits prêts, etc. Elles étaient peu dépensières de leur argent, et moi je le dis à tous, la critique du Fonds monétaire en 2007, c'était les banques coopératives européennes sont trop capitalisées. Quand on sait aujourd'hui quelle est la ligne du Fonds monétaire international, je trouve qu'il y a des virages sur l'aile
des points de vue des institutions internationales qui méritent d'être relevés. Donc, le point tout de même, pour revenir sur la construction d'un monde de demain, le reproche qui est souvent fait, c'est de dire, ben oui, mais regardez, vous êtes conservateur, au sens, vous faites que ce que vous savez faire. Et donc, comment vous allez pouvoir contribuer à faire émerger un monde nouveau, plus coopératif, etc. Donc, ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut dire sur cette critique, sur cette... Vous ne désespérez pas qu'il y ait une capacité des parties prenantes à vraiment rentrer dans le système et à le secouer? Non, je crois à l'inventivité humaine et je ne sais pas quelle est la proportion du système coopératif ou mutuel en France maintenant. Très significatif, 60% du marché français est contrôlé ou sous le contrôle de grandes banques coopératives, Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d'épargne, Banque Populaire et Crédit Coopératif. Bon, alors je ne sais pas si j'admets tous ces éminents. Ah bah, en tout cas, ils ont le statut juridique coopératif, hein, moi je vous le dis. Crédit Agricole a fait un certain nombre et je ne sais pas vos relations avec le Crédit Agricole. On se connaît. Mais je crois qu'on ne va pas avoir une révolution. Je ne le souhaite pas et on ne va pas la faire. Donc vous n'êtes ni révolté ni satisfait. Si, je suis révolté. Ça n'empêche pas d'être révolté. Ça n'aboutit pas à la révolution. Bon, ça demanderait de longues heures de conversation. Mais je ne crois pas que ce soit la solution. Et je ne pense pas non plus que le système actuel soit la solution parce qu'on est en train de ruiner la planète, on est en train d'appauvrir les gens à tour de bras, que tout l'argent est en train de se concentrer tout en haut. Maintenant, Paul Krugman écrit et les grands économistes français, Piketty et Saez, publient leurs chiffres qui montrent que tout ce qui a été récupéré depuis la crise est allé au 1%, si ce n'est au 0,1%. Donc ça, ce n'est pas tolérable non plus. Donc il faut quelque chose d'entre les deux, et je ne vois autre chose que le système coopératif. Mais je ne pense pas qu'il y ait un seul modèle. Ah non. Heureusement, voilà. Donc on peut être inventif, l'un peut être taxé de traditionnalisme, de ne prêter à des choses très train-train, l'autre peut se fixer sur le venture capitalism, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a l'espace pour de l'innovation là-dedans et qu'il faut essayer de miser sur l'augmentation de cette partie de l'économie qui est l'économie sociale et solidaire, parce que c'est le seul moyen terme qui, avec un succès, surtout si les choix qui sont faits par ce secteur se révèlent porteurs, ça va attirer encore d'autres talents et d'autres réalisations. Donc, pour moi, c'est cette troisième voie qui me semble être la bonne. Et ça peut être avec le type de règlement que j'ai suggéré ou le type de règlement dont vous avez l'habitude. Mais je ne suis pas du tout spécialiste. Non, je me doutais bien, je n'allais pas vous faire rentrer dans des débats techniques. Mais c'était, donc, vous avez le sentiment qu'il y a une marge de manœuvre à utiliser. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça... C'est un mot qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'économie sociale et solidaire, qui est celui de changer d'échelle. C'est de dire, bon, ben... Oui. Alors, qu'est-ce que vous livreriez comme clé, comme étape pour changer d'échelle? Il y a des initiatives citoyennes dans des coins, etc. Mais le reproche qui nous est souvent fait, c'est que c'est marginal, au sens profond du terme, et avec un autre débat que moi je trouve très préoccupant, qu'un certain nombre d'acteurs du secteur considèrent que dès qu'on devient gros, on perd son âme. Donc comment peut-on vouloir changer d'échelle et en même temps avoir cette faiblesse interne qui est de dire, ah oui, mais dès qu'on n'est plus de deux, on n'est plus vraiment dans l'esprit coopératif, mutualiste ou associatif. Comment vous pensez qu'on arrivera à dépasser cette contradiction? Vous me posez des cols. Attendez, on a le plaisir de vous avoir, donc on se dit que vous avez... Je ne suis pas préparée à tout cela. On ne m'avait pas dit que je serais mise à la question.
qu'est-ce que je peux suggérer? Que les pratiques des uns et des autres soient étudiées par exemple, toutes les banques européennes regardent de très près ce que font leurs sœurs dans d'autres pays européens. Les Hollandais ont innové, font des choses qui ne se font pas en France. Est-ce que c'est utile d'essayer de proposer les mêmes produits? Moi, en tant que quelqu'un qui n'est pas beaucoup à investir, mais qui, de temps à autre, n'est-ce pas, bon, maintenant j'ai fait les livrets A. On vous a monté le plafond pour vous aider. J'ai mon livret A qui est plein, comme pour la totalité des Français ou à peu près, et j'apprends que la moitié de ces fonds sont allés aux grandes entreprises. Ça n'ira pas au logement social, ça ira aux très grandes entreprises. C'est ce que quelqu'un m'a dit. J'espère que ça n'est pas vrai. Mais, un peu plus subtil. Mais ça va surtout aux collectivités locales. Mais si c'est pour le logement, c'est pour cela qu'on investit là-dedans. Ok, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres produits d'épargne qui peuvent être aussi bien que l'assurance, par exemple? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelques terrains pour l'inventivité sur les produits financiers que l'on peut proposer à ses clients sans leur mettre dans le cas d'être antisocial ou investir dans n'importe quoi? Ok. Bien, je vous propose, parce que faut qu'on arrive à tenir des délais raisonnables pour ceux qui sont venus, on passe la parole à la salle. C'est pas nous qui allons leur fournir les réponses. On va leur proposer d'intervenir, soit pour poser des questions, soit justement peut-être suggérer la façon dont ils pensent qu'on pourrait se réapproprier la banque les uns les autres. Voilà, alors j'ouvre un temps d'échange, on va dire un quart d'heure, parce qu'après il sera largement temps que chacun puisse poursuivre sa propre vie. Alors, je vois deux mains. Alors, qui a le micro là? C'est vous? Ah, si on ne vous le branche pas. Bon, on va commencer par vous. On passera le micro là-bas à Richard. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, pardon, allez-y. Vous parliez tout à l'heure de l'abolition de la loi de Glass-Steagall aux États-Unis. Je voudrais savoir ce qu'il en est. Je vais essayer de parler plus près du micro. Vous m'entendez? Donc c'est l'abolition du Glass-Steagall Act, oui. Voilà. Je voudrais savoir ce qu'il en est actuellement de la séparation des activités des banques de l'État et des banques d'investissement en Grande-Bretagne. Une séparation qui avait été annoncée il y a, me semble-t-il, 1 ou 2 ans par le gouvernement Cameron. Et donc je voudrais savoir si cette séparation était ou si c'était un effet d'annonce, et si elle est effective, est-ce qu'elle est efficace, sachant qu'on connaît le côté stratégique des activités de la City en Grande-Bretagne. Alors, je vous propose de prendre 3 questions, 3 expressions, pour regrouper des réponses ou des réactions. Monsieur. Oui, bonsoir. Parlez bien dans le micro. D'accord. Comment voyez-vous les conséquences de la négociation qui a lieu en cachette à Bruxelles sur le traité de libre-échange transatlantique? Ça, Madame Georges sera En particulier sur le plan financier, sur les barrières non tarifaires et sur éventuellement la protection des citoyens européens. Très bien. Allez, 3e, et puis après on passe le deuxième tour. Allez. Bonsoir madame, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit, notamment lorsque vous avez identifié 3 problématiques essentielles, notamment celle relative à la déréglementation de la finance, et puis le manque de transparence, l'opacité au niveau des marchés de matières premières, et en 3e position, la question de leverage, la question du crédit, ses risques, etc. Pensez-vous que la solution, on est tous d'accord sur le diagnostic en fait, de la problématique, mais pourquoi ne pas proposer des services ou des produits financiers ou un modèle plutôt participatif qui fait en sorte que la finance, au lieu de rester une finance capitaliste, et le président a cité tout à l'heure le fait que l'une des critiques adressées
au mouvement coopératif, c'est le fait qu'il est devenu trop capitalisé. Pourquoi ne pas revenir à un modèle plutôt partenarial ou plutôt participatif, de faire en sorte que les épargnants, les déposants deviennent de véritables partenaires avec la banque? Une sorte de démocratiser davantage la finance. On a besoin de finance, on ne peut pas jeter la finance, mais il faut ramener la finance à la société par le biais d'un modèle davantage participatif pour partager avec les épargnants la croissance réalisée par les banques. Alors, madame, je vous donne la parole à vous. Premier point, je viendrai après sur la question britannique que je connais pas mal. Est-ce que sur cette première question, qui est la négociation qui s'est ouverte entre l'Union européenne... C'est une catastrophe. C'est entièrement entre les mains des entreprises transnationales qui, depuis 1995, se réunissent régulièrement dans quelque chose qui s'appelle le Transatlantic Business Dialogue. Ils ont, secteur par secteur, décidé toutes les régulations qu'ils veulent abolir. Et les Américains et les Européens sont d'accord entre eux, entre transnationales. Ce traité est surtout sur l'investissement. Ce traité est surtout sur l'investissement. C'est pas sur le commerce, parce que les tarifs entre l'Europe et les États-Unis sont en moyenne de 3%, et il n'y a pas grand-chose à faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est rendre tout facile pour les entreprises transnationales d'investir. Il y a des clauses dites Investor to State Dispute Resolution, c'est-à-dire que l'investisseur peut porter plainte contre l'État si une mesure, une législation, une directive, n'importe quoi, de cet État entame ses profits actuels ou futurs, attendus. La prolifération de ces accords bilatéraux montre que là, ces tribunaux d'arbitrage qui sont privés et qui sont extrêmement chers ont proliféré, et il y a maintenant environ 500 cas de cette nature où un investisseur se plaint contre un État, et sur 20% de ces litiges en cours, l'investisseur demande plus de 100 millions de dollars en dommages-intérêts à l'État d'avoir passé telle ou telle législation. Autrement dit, ce qu'ils veulent, c'est que l'on fasse des plafonds à la régulation en l'état actuel, qu'on décide. Vous pouvez aller jusque-là dans vos réglementations, que ce soit pour la finance, pour la nourriture, pour les produits pharmaceutiques, n'importe quel, les OGM, mais vous ne pouvez pas dépasser ce niveau, parce que ça va entamer nos profits et on porte plainte contre vous. Alors, ça peut aussi avoir un impact sur la finance, parce que ça interdit d'interdire. Vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas avoir des lois qui disent vous pouvez sortir vos capitaux, mais si vous voulez le faire, mettons, en moins de X mois ou X années, après avoir investi, vous payerez une taxe de temps. Non, vous pouvez faire aller et venir vos capitaux sans aucune entrave. Voilà. Alors, pour moi, certains d'entre vous se souviennent peut-être du MAI, de l'AMI, de l'accord multilatéral sur l'investissement, où il y avait déjà ces provisions. Ensuite, il y a eu l'OMC et l'accord sur le commerce des services, contre lequel à attaque nous avons mené des campagnes qui étaient d'ailleurs plutôt réussies. Mais ces gens-là, dans les transnationales, ne renoncent jamais. Et voilà que c'est de nouveau à l'ordre du jour, et que c'est pour eux, c'est un truc qui est fait. Et comme dit le président de ce qui s'appelait le Transatlantic Business Dialogue, mais s'appelle maintenant le Transatlantic Business Economic Council, le président de ça dit c'est la première fois que nous, entreprises, faisons les politiques publiques des États. Il est tout ravi. Bien. Alors, sur les deux autres points, pour être rapide, je crois que vous l'avez bien compris, c'est ce que
prône Madame, c'est que bien sûr on rentre dans un champ de la finance plus participative. Là-dessus, je pense que pour aller un tout petit peu plus avant et parler en tant que banquier, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs étapes. Il y a une problématique que l'on appellera de gouvernance, c'est d'abord de rendre des comptes. Je pense que la première chose que l'on doit attendre d'un banquier, en tant que client, je ne parle même pas de banque coopérative, c'est qu'est-ce que vous faites de mon argent? C'est mon argent, après tout, et j'ai le droit de savoir l'usage que vous en faites. Là-dessus, il faut tout de même ne pas se tromper. Je crois que quand tout le monde dit on a besoin de la finance, c'est d'accepter que le métier de banquier, c'est de faire circuler l'argent. L'argent est comme le sang, entre guillemets, du corps, il faut qu'il circule. La pire des situations, c'est, bien entendu, l'accumulation, la thésaurisation inutile de l'argent. Et donc, c'est là-dessus, il y a à la fois des champs de progrès dans des combats considérables. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe au niveau du Parlement européen sur l'obligation de donner des informations sur un certain nombre de filiales, sur un certain nombre d'activités dans un certain nombre de pays, etc. Tout ça se gagne petit à petit, très progressivement. Mais moi j'ai un argument, vous savez, nous, Crédit Coopératif, ça fait fort longtemps, et je parle sous le contrôle de gens là qui savent, parce que c'est eux leur responsabilité, que nous avons défini que nous ne sommes pas dans les paradis fiscaux, que, etc. Je veux dire, vous savez, quand vous ne faites rien de reprochable, vous n'avez aucune difficulté à jouer le jeu de la transparence. Je pense que c'est le premier champ, c'est rendre des comptes. Deuxième champ, bon, c'est les questions de gouvernance, c'est comment, à quel niveau, etc., faire en sorte que les parties prenantes sont dans le processus. Après, il faut être conscient de quelque chose, c'est la convergence des secteurs, qui est le sujet le plus compliqué. Je le sais en tant que président d'un conseil d'administration d'une banque coopérative où il y a des administrateurs salariés, j'en vois au moins une présente, et tout mon travail, c'est de faire converger les intérêts. C'est de refuser la logique qui consiste à dire front contre front. Parce que les intérêts des salariés, c'est ceci, les intérêts des clients déposants, c'est cela, les intérêts des clients emprunteurs, c'est un autre. Vous savez, on a des débats très riches dans la conseil d'administration d'une banque. Pour un déposant, vous ne le rémunérez jamais assez. Pour un prêteur, vous lui demandez toujours trop cher. Mais c'est le même argent. Donc il faut bien qu'ils arrivent à décider quel est le bon niveau des taux, entre guillemets, que fabrique la banque. Donc c'est ça que je voudrais vous faire passer comme message. Dernier volet, il ne faut pas sous-estimer, parce que par rapport au thème que vous avez utilisé, que nous avons des secteurs d'activité à haute intensité capitalistique. Ce n'est pas forcément dire de capital. Quand aujourd'hui j'ai des associations, et je parle en présence là aussi du groupe SE, des mutuelles, des fondations, qui gèrent des hôpitaux privés non lucratifs. Attendez, c'est des hautes intensités de capital et de main-d'œuvre. Il ne faut pas croire qu'on va faire ça, entre guillemets, à coup de petites pièces jaunes. Jusqu'à présent, les pièces jaunes à l'hôpital de Paris, elles font du cosmétique. Elles sont bienvenues. Mais il faut être conscient que nous avons aussi, dans certains de nos secteurs d'activité, y compris dans le social, besoin de beaucoup d'argent. Donc il ne faut pas non plus être totalement innocent. Sur la Grande-Bretagne, je ne vais pas aller très très loin. Jusqu'à présent, la commission Vickers a fait des propositions, mais rien n'est encore voté, etc. C'est aussi pour ça que je parlais de ce rapport du Parlement britannique. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est dans un jeu beaucoup plus subtil. Et d'ailleurs, ça s'est traduit dans les débats communautaires. Toujours plus de capital dans les banques. Toujours plus de capital dans les banques. Pourquoi? Parce que la conviction profonde, c'est que les autres n'arriveront pas à suivre. Et donc, par rapport à ce qui s'est voté au niveau européen, ils ont demandé le droit de pouvoir demander encore plus de capital à leur banque. Comme la Suisse d'ailleurs, ce qui est très intéressant. Et il faut être conscient que s'il n'y a pas un minimum d'harmonisation de la réglementation, il y a cette grande crainte, pour nous par exemple, banque coopérative, nous n'arriverons pas à suivre en termes de capital. Et donc, il y a toujours ce jeu d'évincer les concurrents en disant la mauvaise monnaie chasse la bonne, viens dans ma banque, parce que moi, ma banque suisse, elle a 10 fois le capital de ta banque. Donc, là-dessus, il y a cette question-là. Après, la vraie volonté de séparer ou pas séparer, j'ai par ma part des doutes. Je vous l'ai dit, ce rapport
à mon avis, est une grande mystification. Ce n'est pas la première fois que la Grande-Bretagne nous dit que ce coup-ci, c'est la dernière fois et on va changer pour de bon. Mais prenons-les au mot et on verra. Alors, d'autres questions allez. Ah oui, reprenez mon micro. Pardon, excusez-moi. Allez. Bonsoir. Oui, bonsoir. Donc, j'ai deux questions pour Madame Suzanne Georges. Levez-vous. Honnêtement, que celui qui a le micro là, parce que. Ah ouais, ok, d'accord. Bonsoir, donc j'aurais deux questions pour Madame Suzanne Georges. La première, c'est. En fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous ne pensez pas que la nationalisation pourra être la meilleure des solutions. Donc, premier point, première question. Et la deuxième question, ce serait concernant l'économie américaine. Ne pensez-vous pas que le principal problème soit lié à la réserve fédérale qui est, comme chacun sait... J'ai rien compris à la deuxième. La première, c'était pourquoi vous refusez la nationalisation. Et la deuxième, c'est est-ce que la faute ne revient pas à la réserve fédérale qui a déversé trop de trucs qui est un consortium de banques privées et donc qui a le monopole de la création de la monnaie américaine. Merci. C'est le problème du monopole de la création monétaire à la réserve fédérale qui est en fait entre les mains des banques privées. Alors, on y va, Julia. Oui, bonsoir, merci. Tous banquiers seraient appropriés la finance pour changer le monde. On est à l'heure actuelle en France sur deux dossiers qui vont montrer probablement ce que disait Jean-Louis tout à l'heure, l'aversion au risque par rapport à l'épargne. Le premier, c'est celui qui doit permettre de souscrire des certificats mutualistes pour le système mutualiste français. Tu le fais simple. Oui, ça c'est le premier. Et le second, c'est celui qui doit permettre aux salariés dans les PME, PMI moins de 50 d'avoir un droit, entre guillemets, de préférence pour réacheter l'entreprise. Or, on se rend compte quand on pose des questions aussi bien aux adhérents mutualistes qu'aux salariés des entreprises concernées, qu'il y a cette aversion au risque. Et donc, c'est une des limites. Il n'y a pas une appétence au risque. Voilà. Ok. Allez, troisième intervention. Allez-y, Julia. Et puis, on revient encore une dernière fois. Puis après, je suis désolé, mais il sera vraiment... Je demanderai au petit Nicolas de passer pour jeter le sable. N'est-ce pas si vous voulez. Allez. Bonjour, madame. Vous êtes donc au Crédit Coopératif, qui est donc membre adhérent du groupe PPCE. Le groupe PPCE, en 2008, crise des subprimes, c'était 128 000 salariés. Aujourd'hui, 5 ans après, 6 ans après, c'est moins de 117 000. Il y a donc 11 000 collaborateurs qui sont sortis, contraints ou forcés, qui sont sortis du système. Quel est le message que vous leur adresseriez ce soir? Bon, alors... on va commencer par le premier point, donc, qui était des questions autour des États-Unis. J'ai déjà oublié la première partie de la question. Pardon? Ah, mais pourquoi pas la nationalisation? Pourquoi vous ne retenez pas cette piste-là? Je crois proposer quelque chose de mieux que la socialisation. La nationalisation, ça veut dire que c'est l'État, point. Mais je propose que ce soit un management, une gestion qui est composée non seulement des gestionnaires de la banque proprement dite, mais aussi des représentants de leurs clients, de leurs salariés, et d'autres, peut-être de la communauté où est implantée cette banque, dans certains cas. Et ça me semble plus participatif et plus social que la nationalisation. Quant au Fed, heureusement qu'il a continué à mettre de l'argent dans le système. Maintenant, la panique, c'est qu'il cesse de le faire. Les marchés sont paniqués de ça. Alors là-dessus, sur ce point-là, moi j'interviendrai. Je pense que certains se sont créés à eux-mêmes toute une mythologie sur le monopole de la création monétaire. Et si vous voulez mon point de vue, je préfère une banque centrale dont la responsabilité est d'être, comme on dit dans notre jargon, le prêteur en dernier ressort, comme ils l'ont fait quand tout se casse la gueule. Après, il y a d'autres effets, mais c'est comme les pompiers. Ils ont injecté de l'argent, plutôt que de voir partir, comme c'est en train de partir, avec des choses assez étranges d'ailleurs.
ces histoires de monnaie électronique dont on ne sait pas qui c'est, etc. Et on est aujourd'hui dans des situations où on risque d'avoir des monopoles de fait beaucoup plus graves qu'au moins des monopoles de droit. Après, la question, on revient à ce que je disais sur la transparence, c'est quel est le contrôle démocratique sur une banque centrale. C'est des sujets qu'on connaît bien au niveau européen et même au niveau américain, puisque je vous rappelle, il y a tout un débat sur qui sera le successeur. Il paraît que ça va être Janet Yellen. Bah, oui, il s'est retiré. Donc, il n'y a plus beaucoup de candidats. Enfin bon, ok. Tant mieux d'ailleurs, parce que ce type-là est absolument insupportable. Bon, donc ça c'était le premier volet. Deuxième question, la question qui a été posée, c'est est-ce que vous n'êtes pas trop rêveuse si vous... Sans doute. Je ne suis pas bancaire. Non, mais... J'ai jamais eu un proper job. Non, par rapport à l'aversion qu'ont les gens, en fait, à la prise de risque, à l'innovation d'une certaine façon. Quand vous-même tout à l'heure disiez, ben, moi j'ai du livret A, c'est un peu aussi toute l'ambiguïté. Qu'est-ce qu'ils veulent les Français? Un livret A qui rapporte beaucoup, mais qui prenne zéro risque, ce qui est profondément antinomique. Hein. Si c'est zéro risque, c'est 0%. Donc, la question, c'est est-ce que vous pensez que si on met en place, comme nous faisons, des produits de partage, des produits solidaires, à part un Happy Few qui a un peu d'argent, est-ce que ça pourra jamais marcher ce truc-là? Je pense que ça peut marcher, mais il faut bien expliquer de quoi il s'agit. Il faut bien distinguer pour le public entre l'incertitude et le risque, parce que ce n'est pas la même chose. Vous pouvez avoir pas mal de certitudes sur ce que vous voulez faire et vous croyez que les parties prenantes pour continuer avec ça sont capables de le faire, mais vous ne pouvez jamais promettre zéro risque. Si votre modèle est un modèle assez classique, où vous connaissez votre client et ceux qui vous confient leur argent veulent acheter ces produits-là, jamais vous ne pouvez proposer du zéro risque, c'est évident. Mais vous pouvez nous dire beaucoup de choses sur le produit. Ok, je rajouterai en complément, et je pense que la contrepartie du tous banquier, c'est la pédagogie. La pédagogie, c'est expliquer la transparence et la pédagogie. Et après, il faut les uns et les autres assumer notre propre schizophrénie. Ce que nous vivons au conseil d'administration du Crédit Coopératif. Parce que, en tant que déposant, je veux zéro risque, mais que l'argent me rapporte beaucoup. Et puis quand je suis le même client qui emprunte, je trouve que même le Crédit Coopératif, c'est même une banque qui abuse en demandant toujours trop cher. Donc il faut assumer notre propre schizophrénie en faisant, me semble-t-il, de la transparence et de la pédagogie. Comme on dit en anglais, there is no free lunch. Tout à fait. Déjeuner gratuit, ça n'existe pas. Alors, le troisième volet, c'était la dernière intervention, c'est sur les salariés de BPCE, puisque c'était un salarié du Crédit Coopératif, enfin du groupe Crédit Coopératif qui a posé la question. Donc, dans ce grand groupe à statut coopératif, puisqu'il est composé des caisses d'épargne et des banques populaires et du Crédit Coopératif, on a une filiale commune qui s'appelle Natixis et d'autres activités, et il y a eu du dégraissage. Bon, alors la question qui vous est posée, qu'est-ce que vous avez à dire à ces pauvres salariés qui ont été sortis? Natixis a été renfloué comme beaucoup d'autres, non? Par l'État, oui. Par l'État, oui. Exactement. Et maintenant par les maisons mères. Par les banques coopératives de base qui demandent à leurs sociétaires de bien vouloir acheter des parts sociales. La Réserve fédérale a renfloué les banques en France, dont Dexia. Oui, ça c'est dans l'opération sur les garanties, bien sûr, à travers oui, mais AIG. C'était quand même de l'argent, c'était 179 milliards Dexia. Mais aussi la Société Générale et la BNP Paribas. Qu'est-ce qu'on dit à ces salariés? Qu'est-ce qu'on dit aux salariés de Goodyear? Qu'est-ce qu'on dit aux salariés de Frali? Qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui sont licenciés? On leur dit, alors là, ce que je voudrais, ma vision, mon rêve, ce serait qu'il y ait une possibilité de rachat, mais à très long terme, avec un tout petit taux d'intérêt, et que les salariés fassent marcher leur truc, s'ils peuvent. Donnez-leur
au lieu de leur donner des allocations chômage pendant X années, dire vous avez 18 mois, 2 ans, je ne sais pas, pour trouver votre plan business, pour trouver comment vous voulez faire, mettez-vous au travail, on vous fait la même chose. C'est l'État qui peut faire ça, au lieu de laisser tomber toutes ces... parce que on a passé des siècles à négliger la créativité des femmes. Maintenant, on commence à accepter ça. Mais accepter la créativité du travailleur lambda, on n'y est pas encore. Bien. Je peux vous dire que le crédit coopératif étant né du mouvement des SCOP, des coopératives ouvrières de production, étant très actif sur ce sujet-là, c'est long et difficile. Hein. C'est pas qu'on ne veuille pas, mais je peux vous dire que parfois c'est long et difficile. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'y prendre. Allez, une dernière salle de questions. Après, je demanderai à Nicolas. Ah oui, pardon. C'est moi. Allez. Ben c'est parfait, il y a 3 mains. C'est bon. Il n'y aura pas de frustré. Le micro. Alors, monsieur, voilà. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Juste quand même un petit coucou au Crédit Coopératif. C'est vrai que j'ai pu découvrir que pendant l'enquête sur le système de banque mutualiste, ils en sortiez. C'est-à-dire que c'est la seule banque qui, ma foi, joue la transparence. Je voudrais revenir sur le titre que tous banquiers se réapproprient la finance pour changer le monde. Si je le comprends à mon niveau, très simple, que ceux qui permettent aux banques d'exister, c'est-à-dire ceux déposants, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur la même argent, c'est qu'on leur donne la possibilité, à un moment ou à un autre, de pouvoir verser le rôle qui prennent vos places. Oui, pour comprendre. Parce que moi, je fais un petit travail, je dirige une association financée en frontières, mais vous savez, personne lambda n'a aucune notion des fondamentaux de l'argent. S'il ne sait pas c'est quoi l'argent, mais on est dans un monde où on a d'un côté les manipulés qui sont, alors on va dire 90%, et les manipulables qui sont 10%. Donc l'idée c'est quand même qu'on puisse s'inspirer de ce qu'on appelle des secteurs souterrains, c'est-à-dire de l'argent souterrain. Lorsque vous prenez par exemple l'économie informelle, c'est un argent qui n'a rien à voir avec la banque. Et il y a de l'argent qui tourne. Il y a toute une économie qui tourne. Et il y a aussi aujourd'hui ceux qui reviennent aux fondamentaux. Vous savez, à un moment donné, on dit, bon, c'est bien beau cette histoire d'argent, ça va être manipulé de partout. Pourquoi ça ton sel ne donne pas un peu de sucre? Et voilà, vice-versa. Ok. Donc, vous proposez de voir si on ne peut pas inverser le rôle. La véritable transparence, jouer le jeu véritablement, c'est pas... Ok, voilà. D'accord, merci de cette intervention. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un micro. Et monsieur. Madame Georges demande si une femme voudrait poser une question. Donc, elle aura le droit, en tant que 4e intervenante, à prendre le micro. Alors, monsieur. Je suis pour rien. Attendez, parlez bien dans le micro. Hein. Oui, ma question c'était comment on fait pour sortir les entreprises qui en subissent encore le joug de l'emprise des hedge funds. Par exemple, pour donner un exemple concret, l'entreprise TDF, qui est une diffusion de France, qui s'occupe des émetteurs de télé et de radio, a subi, est sous le joug de Texas Pacific Group, qui est un hedge funds américain, un peu affilié à la CIA, d'ailleurs, et qui a fait un double leverage buyout, ce qui fait que ils ont dû rembourser des crédits qui étaient mis au volant, et donc dégraisser l'entreprise de façon un peu atroce. Ça, je vais pouvoir répondre. Une fois qu'on est dans la seringue des LBO, comment on sort? Voilà. Comme c'est une entreprise au capital d'à peu près 1 milliard, je me demandais comment on pouvait faire en sorte que les salariés associés à d'autres acteurs, donc que ce soit l'État ou des banques coopératives ou du microcrédit, pouvaient reprendre la main. Ok, très bien. Dernier point et une dame. Une intervention. Il y avait un monsieur, Ben. Je ne sais pas. Ça
Ça vous a arrêté dans votre élan. Allez-y. Je voulais revenir sur l'innovation en termes de produits financiers dont vous avez parlé tout à l'heure. Innovation qui permettrait de se réapproprier la finance et d'abonder un peu plus le secteur solidaire avec des produits financiers. Mais est-ce que ça ne présente pas le risque de faire entrer une logique financière, une logique de performance dans des secteurs qui en étaient épargnés? Je pense par exemple aux impact social bonds. Tout à fait. Très bonne question. Madame. Bonsoir. On revient à cette responsabilité. Non, juste une question par rapport à l'endettement public, puisqu'on sait que la crise financière a eu pour conséquence de transférer. L'endettement public et l'incidence. De transférer, je dirais, voilà, parce qu'il a fallu renflouer les banques et donc ça a creusé la dette publique. Moi, je voulais savoir pourquoi finalement aujourd'hui la dette publique doit se rembourser à des taux d'intérêt qui n'étaient pas ceux qui étaient pratiqués il y a une trentaine d'années par les banques centrales. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que les taux d'intérêt pour le service de la dette publique sont devenus beaucoup plus importants que ce qu'ils étaient il y a 30 ans? Okay. Allez, on va essayer avec Madame Georges d'apporter des éléments de réponse. Le premier point, monsieur intervenait en disant est-ce que on ne peut pas inverser les rôles? Alors, soit il y a une première lecture, c'est la version au Moyen-Âge, c'est la journée des fous. Hein, bon. Donc ça, c'est une première hypothèse. Mais j'ai une autre réponse, mais je laisse peut-être à Madame Georges, c'est inverser les rôles. Vous ne voudriez pas devenir banquière? Parce que je jugerais trop par mes passions et pas par la raison. Et j'aurais tendance à vouloir donner de l'argent à tout le monde. Alors, je pense que je serais une très mauvaise banquière. Oui, je vous rappelle qu'il y a même des déposants qui montrent qu'on leur prend. Oui. Mais j'aimerais bien assister à un conseil d'administration, par exemple, pour voir quel type alors là, attendez, ça... Non, mais pour voir quel type de rapport il y a entre les différents éléments. Et, je n'ai pas travaillé dans une banque, n'est-ce pas? Je suis comme beaucoup de personnes du public. Et, non, j'aimerais voir ça de plus près. Bon, donc au moins en ce qui vous concerne, j'ai entendu votre piste. Il y a un point sur lequel je voudrais insister, monsieur. Avant même ou au-delà de dire, je vous rappelle qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action. Et ça a été très bien exercé dans certains pays, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est move your money. Move your money. Vous avez toujours le droit de prendre votre argent là où ça ne vous va pas et de le mettre là où ça vous va. C'est votre pouvoir le plus absolu. Et je peux vous dire que ce qui s'est passé aux États-Unis sur le move your money, ça a commencé à en faire bouger à la marche quelques-uns. Donc ça, c'est une réponse sur tous banquiers. La deuxième question sur les LBO, alors je vais répondre là, madame, parce que je sens que ce n'est pas forcément un sujet sur lequel... je vais vous répondre que c'est une seringue infernale. C'est une seringue infernale. Pourquoi? Parce que c'est sans fin. C'est sans fin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît des entreprises qui en sont au 3e LBO et on les a assorées dans un sens, dans l'autre sens. Et c'est dramatique. C'est dramatique, je vous le dis pourquoi, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est quand on est au bout du rouleau, il y a des gens, je ne vais pas utiliser d'autres termes, qui pensent avoir la solution miraculeuse. Et ils nous disent, vous n'avez qu'à transformer ça en scope. Et là, c'est dramatique. Moi, je suis en train de le vivre, là. Je suis mobilisé pour une entreprise d'une taille significative qui est son premier LBO, heureusement on en est qu'au premier, et ils ne veulent pas, ils sont en vente. Enfin, la boîte est en vente. Ils ne veulent pas, ils veulent monter une scope. Eh bien, je peux vous dire que c'est hyper compliqué. Je suis même pas sûr qu'on y arrivera. Et donc, ma seule point, c'est si on peut faire en sorte qu'une boîte ne rentre jamais en LBO, c'est mieux. Mais, voilà, une fois que c'est dedans, je ne sais pas comment on arrive à sortir de ça. Alors, j'ai quelques scénarios, quelques hypothèses. Parfois, la roue ne tourne pas toujours dans le sens des fonds LBO. Quand ils sont plantés, coincés, bah, il faut aussi... Mais c'est souvent les mêmes qui trinquent. Voilà, moi, en tout cas, ce que je peux vous dire sur ce point-là. La troisième... Est-ce qu'on doit permettre les LBO, les leverage buyouts? Pardon? Est-ce qu'on doit permettre les leverage buyouts? Ben, là, Vous pouvez dire ce que ça veut dire, LBO, là? LBO, c'est leverage. Oui, alors, excusez-moi. Je peux être coupable, je peux être banquier. Non, c'est des mécanismes de financement qui, à l'origine, ont été inventés il y a quelques années, qui étaient à l'origine pour permettre aux salariés de racheter leur entreprise. Ça, c'était la base du système.
Et puis petit à petit, ça a été détourné dans une logique où des fonds vont acheter une entreprise en s'endettant. Alors, je ne sais pas, les gros opérateurs du monde, c'est Blackstone ou des choses comme ça. Eux, ils s'endettent, ils vont acheter des entreprises, ils s'endettent à court terme, disons, ou à moyen long terme, et ils vont acheter des entreprises, et il faut que les entreprises crachent du dividende pour que eux remboursent leurs emprunts. Et au bout de 5-7 ans, ils revendent l'entreprise en faisant une plus-value. Donc, c'est pile je gagne, face je gagne encore, c'est-à-dire ils gagnent sur les dividendes et ils gagnent en faisant une plus-value. Le problème, c'est que c'est la poule aux œufs d'or. Une fois, deux fois, et puis ça dégraisse. Ben, bien sûr. C'est la première chose que ça fait. Voilà. Ça se débarrasse de tous les employés possibles et imaginables. Troisième question, troisième intervention, c'était vous, monsieur. C'était sur les produits financiers, je partage. Enfin, les produits, la finance solidaire, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas un grand danger qui est celui de la marchandisation ou de la financiarisation? Vous avez raison de soulever cette question. Je vous le dis d'autant plus, mais je laisserai Madame Georges intervenir sur ce point-là, que nous, au Crédit Coopératif, on est très engagés sur entrepreneurs sociaux, sur Social Impact Investment. Pour vous donner une traduction, le Premier ministre britannique a organisé une réunion avant G8, donc au mois de mai, sur le thème des Social Impact Investment. J'y étais présent et aujourd'hui un groupe de haut niveau a été désigné avec une personnalité civile, disons, et un fonctionnaire. Du côté français, il y a un fonctionnaire du Trésor et la personnalité, c'est Hugues Sibylle, vice-président du Crédit Coopératif. Nous sommes là-dessus parce qu'il faut y aller. C'est très important, hein, il ne faut pas rater des points. Mais vous avez raison, nous travaillons en parallèle avec d'autres personnes sur cette problématique qui est celle aussi des agences de notation, etc. C'est de tout vouloir mesurer. Et ça, c'est une question, je pense, qu'il faut regarder. Quels sont les critères? Quels sont les ratios? Le problème que nous avons avec ces mécanismes, qu'on a connu aussi avec la microfinance, c'est qu'on ne va regarder que les résultats de type chiffré, pas forcément que financier, mais que de type chiffré. Et après tout, est-ce que l'activité, une partie de l'activité, elle n'est pas d'une autre dimension? C'est d'une dimension d'humanité, d'une dimension de proximité. Et donc oui, nous, je peux vous dire qu'on essaye de faire science et conscience en même temps au Crédit Coopératif. Mais là, il y a des sujets particulièrement préoccupants. Mais il faut les regarder de près. Il ne faut pas croire aux vertus des systèmes purement mécaniques, me semble-t-il, menés par une logique purement financière. Sur cette question du Social Impact Investment, etc., par rapport à la question que posait monsieur, vous craignez un risque de dérive, de dévoiement, comme on l'a connu sur le microcrédit? Non, si la police, l'autopolice est bien faite, non. Ok. Non, mais c'est sûr qu'en Inde, il y a eu des infiltrations du système par des magouilleurs. Oui. Non, mais dès qu'on voit une opportunité dans l'atmosphère du marché aujourd'hui, on essaie de le saisir, que ce soit un autre ou pas. Très souvent, il faut qu'il y ait un système de police et puis des gens bien soudés qui sont à la tête de ça. Ok, merci. Dernière question, madame, c'était pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les dettes publiques ne sont pas remboursées au taux d'origine? Pour une raison simple, elles étaient à taux variable. D'abord, toutes les grandes dettes publiques sont globalement, c'est un peu plus subtil, mais ils sont globalement à taux variable. Donc, ça, c'est le premier point. Et on retombe sur la question, le point qu'évoquait tout à l'heure Mme Georges. Et le taux varie en fonction de plusieurs éléments. Bon, l'inflation générale, etc. Mais surtout la notation que vous avez. Et donc, quand vous êtes un pays qui a émis de la dette en étant, disons, triple A, et que vous terminez comme la pauvre Grèce ou l'Argentine en, je ne sais plus combien, triple D ou je ne sais pas quoi, ou D, bon, eh ben, vous êtes en défaut, et qu'est-ce qui se passe? C'est comme vous n'allez pas rembourser, parce que c'est ça la corruption, ben, ça se termine mal. Alors, je ne sais pas si vous avez vu un épisode qui est particulièrement préoccupant. C'est ce qui s'est passé récemment dans une cour de justice américaine sur le problème de la dette argentine. Je ne sais pas si vous avez vu, l'Argentine donc, a connu un accident monétaire et a transformé sa dette.
et donc a proposé à ceux qui détenaient de la dette argentine de la transformer en échange de nouvelles dettes, de nouvelles obligations, indexées sur le retour à meilleure fortune de l'Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des fonds vautours américains qui ont acheté cette vieille dette à 10% à vil prix, je ne sais même pas si c'était 10%, et qui sont allés porter plainte auprès d'une cour fédérale américaine en disant « mais je veux qu'on m'applique les clauses initiales du contrat et je veux être remboursé à 100% de ma dette ». Et là-dessus, la cour américaine a dit « ils ont raison, l'Argentine doit rembourser ses titres à 100% de leur valeur ». Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a tout un mouvement, y compris d'abord des États, bien sûr, mais par exemple en France, du Club de Paris, parce que la France a toujours joué un rôle historique dans le retravaillage, enfin le remalaxage des dettes des États. C'est dramatique, si on va comme ça. On est exactement dans la logique que décrivait Madame Georges tout à l'heure, sur des dispositions que certains veulent voir mettre en place, où des particuliers, disons, pourront faire condamner les États, alors qu'ils ont eux-mêmes spéculé, hein. Ils ont acheté la dette à vil prix, et ils viennent ensuite rembourser. Voilà, c'est à peu près comme si vous alliez dans... Ça n'existe plus, ça. C'est à peu près comme si vous alliez dans un supermarché, acheter une bouteille de vin rouge étoilé, vous buvez le vin, et vous allez demander qu'on vous rembourse la consigne en plus. Voilà, c'est ça ce qu'ils ont fait, ces gens-là. Donc, je pense que là, il y a des vraies questions à se poser. Sur ce point-là, le problème de la dette publique. Oui, mais pour remonter un peu historiquement, parce que je crois qu'il n'y a peut-être pas dans ce public ici, mais dans beaucoup de publics que je rencontre, on pense qu'on croit, quand on vous dit nous avons vécu au-dessus de nos moyens, on le croit. Et on pense aussi que la dette d'un État, c'est pareil à la dette d'une famille. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas pour vous, mais beaucoup de gens pensent cela. Et si les dettes ont énormément augmenté dans tous les pays de l'Europe, je mets la Grèce à part, parce que c'est vraiment un cas particulier, mais les dettes ont augmenté partout. Pourquoi? Parce que, d'abord et surtout, on a renfloué les banques. Ça fait en plus de près de 60% de toute l'augmentation de la dette. Deuxièmement, en Europe, en moyenne, les PNB ont chuté de 5% en moyenne, pour tout le monde. Il fallait le compenser, il fallait que les États le compensent. En même temps, il y a eu beaucoup de faillites, il y avait donc moins de personnes en emploi, donc moins de contribuables, donc moins de rentrées dans les caisses de l'État. Alors, d'un côté, trop de dépenses, de l'autre, pas assez de rentrées, parce qu'on a refusé de taxer les grandes fortunes, et le résultat, c'est des augmentations de dettes considérables, dont le champion est d'ailleurs l'Irlande, qui a dit nous assumons, l'Irlande avait une dette de 24%, quelque chose de totalement ridicule de son PNB. Et l'Irlande a dit nous assumons toutes les dettes de nos banques privées. Augmentation de la dette de 260 et quelques pourcents d'un coup, du jour au lendemain. Et c'est aux Irlandais de payer ça ad vitam aeternam. Voilà. Alors voilà pourquoi la dette publique est devenue un sujet de conversation et que si on n'est pas informé, on pense que oui, il faut payer tout ça. Je rappelle qu'il y a aussi un concept légal, pas moral, qui s'appelle la dette odieuse. Et la dette odieuse est une dette acquise dans certaines conditions, et je pense que pour le cas de l'Argentine, on pourrait juger ça. Exactement. C'est comme une dette de jeu. C'est un concept juridique, il y a des précédents, et c'est un argument en faveur de dire on ne paie pas, et tant pis. Parce que les banques n'ont absolument contribué en rien à leur propre renflouement après. Jamais. Ni leurs actionnaires, ni tous ceux qui reçoivent les dividendes. Bien, merci Madame en tout cas de votre présence, merci de ce que vous nous avez donné à
beaucoup, je vous remercie d'être venu vous encanailler jusqu'à Nanterre, au siège du Crédit Coopératif. J'espère que ça vous aura permis de découvrir des choses. Peut-être penser que le point d'interrogation et le point d'exclamation qui était derrière 12 banquiers peuvent peut-être disparaître, je ne sais pas. En tout cas, peut-être pour aller plus avant. Moi, j'ai des gens compétents et honnêtes qui s'en occupent pour moi. Et donc, moi, je vous propose, en tout cas, si vous voulez aller plus loin, de nous retrouver, si vous le pouvez, le 10 octobre, en venant à la rencontre nationale du Crédit Coopératif. Et à nouveau, je voudrais remercier toutes les équipes du Hub Conférence. Merci.